Bienvenue sur le ring du Book Fight Club, le podcast qui lit pour toi les livres que tu liras jamais. Les mémoires de ceux qui sont connus, de ceux qui font l'actu. Et c'est pas ChatGPT qui le fait, c'est juré. Du fond du fight, du fun dans tes oreilles pour animer ton run, ton trajet. Le podcast qui potasse et qui tabasse, tu peux plus t'en passer. Bienvenue sur le ring, le combat va commencer. Pense à t'abonner. Salut et bienvenue dans mon épisode spécial Podcaston. Le Podcaston, c'est le plus grand événement caritatif du monde du podcast. Une initiative à but non lucratif qui réunit des milliers de podcasteurs du monde entier. Ici, pas d'argent en jeu, il s'agit juste de sensibiliser à des causes et de valoriser l'action du monde associatif. Toute la semaine, du 14 au 20 mars, plus de 2500 podcasteurs de 65 pays dédient un épisode à la cause et l'assaut de leur choix. Moi, j'ai choisi de vous parler des violences faites aux femmes, des féminicides, et de l'action extraordinaire de Restart, un collectif qui sauve des vies depuis le lancement il y a tout juste 10 ans de la construction de la première maison des femmes à Saint-Denis. Mais d'abord, je vais vous raconter l'histoire tragique de deux actrices disparues trop tôt, de deux crimes impunis, symbole de cette lutte qui est aussi sémantique. Pour l'une, on a parlé de crimes passionnels, pour l'autre, de malheureux accidents, pour les deux, de banals faits divers. Aujourd'hui, pas de duel, pas de ring, mais un combat. Pour la mémoire de Marie, de Nathalie et de toutes celles qui tombent sous les coups et qui ne voient d'autre issue que le suicide. Début mars, on comptait déjà 22 féminicides en France pour l'année 2026. Une quinzaine d'enfants ont déjà perdu leur mère. En 2025, elles étaient 167 à perdre la vie des suites de la violence d'un compagnon ou d'un ex. Des femmes puissantes. Marie Trintignant, c'est une enfant de la balle, une chanceuse, bien servie par la vie. Elle naît en 1962 de parents aimants, passionnés, heureux. Jean-Louis Trintignant est un acteur confirmé depuis le succès mondial des Dieux créa la femme, de Roger Vadim. Nadine Trintignant est la chef monteuse chouchoute de la nouvelle vague et s'apprête à réaliser son rêve de devenir réalisatrice. Marie vit avec eux une enfance bohème, joyeuse, sans interdit, de voyage en tournage, changeant d'école tous les 2 mois, ce qui la rend vite rétive à l'autorité. Sa mère la met très vite en scène dans son premier film, Mon amour, sélectionné à Cannes en 67. Marie n'a que 5 ans, et le cinéma ne l'intéresse pas plus que ça. Elle veut devenir vétérinaire. Et puis, le drame frappe une première fois. Elle n'a que 8 ans quand Pauline, sa petite sœur, meurt subitement à l'âge de 9 mois, dans son berceau. Banale asphyxie suite à une régurgitation de lait. L'école, elle n'y va plus trop. Elle ne supporte plus. Le carcan, le fait d'être vue comme la fille d'eux. Elle préfère la compagnie de ses parents endeuillés qui la gardent près d'eux pour la protéger. Nadine continue à la mettre en scène, notamment dans son film « Ça n'arrive qu'aux autres », qui exorcise la perte de Pauline en 71. La même année, Marie se prend au jeu quand elle incarne une meurtrière dans Défense de savoir. Son talent semble inné, sa justesse, son naturel épate. Ses parents sont béats d'admiration devant ce talent brut. En 73 naît Vincent, le petit frère dont la naissance ne parvient pas à éviter la séparation de Nadine et Jean-Louis, dont le couple n'a pas résisté au deuil. Nadine aime désormais le réalisateur Alain Corneau et ils forment une famille recomposée harmonieuse, avec Jean-Louis pas loin qui reste un père présent pour ses enfants. Marie est désormais sûre de vouloir être comédienne. Elle a 15 ans, tourne avec Simone Signoret sous la direction de Nadine. 79, Série noire d'Alain Corneau révèle Marie dans son premier grand rôle dramatique, aux côtés de Patrick Devers. Elle séduit le public et le milieu par son charme magnétique, l'intensité de son regard. On lui prédit un grand avenir. Elle tourne dans la foule avec son père pour un grand nom du cinéma italien, Ettore Scola. Elle est à peine majeure et est désormais une actrice confirmée. Marie navigue d'univers en univers, devant la caméra de sa mère et pour les autres, tantôt pour le cinéma, tantôt pour la télé, abonnée au rôle de grande sensible, de blessée par la vie. À la fois proche et loin d'elle, qui est timide et discrète, mais aussi lumineuse et blagueuse sur les tournages. En 86 à 24 ans, elle donne naissance à son premier fils, celui de Richard Kolinka, le batteur du groupe Téléphone. Ils vivent à Belleville, quartier métissé et populaire de Paris, et c'est naturellement que Marie emmène partout son bébé, même sur les tournages. Elle tourne pour Chabrol, dans Une affaire de femme, qui évoque le drame d'une faiseuse d'ange guillotinée en 43. La légalisation de l'IVG est l'un des grands combats de Nadine, féministe convaincue, et signataire du manifeste des 343 publié en 71 dans le Nouvel Obs pour appeler à la légalisation de l'avortement. Tourner avec Chabrol est un bonheur.
Le réalisateur aime ses actrices, les comprend, les soutient. C'est lui qui lui offre l'un de ses plus grands rôles, celui de Betty, une bourgeoise à la dérive, alcoolique. Elle est magistrale. Chabrol tenait tant à lui confier le rôle qu'il a retardé le tournage pour attendre qu'elle se remette du grave accident de voiture qui lui laisse des cicatrices sur le front qu'elle cachera avec sa frange. Marie navigue dans la vie comme au cinéma, à l'instinct, à la passion. Elle tombe amoureuse de son partenaire de jeu au théâtre, l'acteur François Cluzet, lui donne un fils. Elle passe d'un homme à l'autre avec grâce, sans drame, les enfants restant toujours sa priorité, l'accompagnant partout dans leurs premières années et leur scolarité rythmant sa vie professionnelle. Autant par envie d'aider de jeunes réalisateurs à percer que par souci de préserver sa vie familiale, Marie multiplie les apparitions dans des courts-métrages, naviguant encore entre les univers singuliers et atypiques. Elle joue au théâtre, pour la télé, c'est à la comédie, avec Elie Chouraki dans Les Marmottes, et avec Pierre Salvadori dans Cible émouvante, où elle joue aux côtés de Guillaume Depardieu, sorte de jumeau cosmique au destin lui aussi tragique. 96, nouveau bébé, nouvel homme dans sa vie. Mathias Hautenin-Girard, un technicien rencontré sur un tournage. Les pères de ses fils sont là, présents, restent des amis chers. Elle se crée une famille élargie, une véritable smala, autant dans la vie entre le Paris populaire et dans les Cévennes, dans le fief de Jean-Louis, que dans le milieu du cinéma où elle charme partout où elle passe, depuis qu'elle est toute petite. Elle est une vraie maman, une chef de clan, organise des fêtes, des grandes bouffes, prend soin de tout le monde. Un peu bohème et fantasque, il n'est pas rare de la voir déposer ses enfants à l'école en robe de soirée de la veille, mais elle est présente, structurante, malgré son cœur d'artichaut. Car en 98 naît son 4e fils de ses amours avec Samuel Benchetrit, son seul et dernier époux, qui la met en scène avec Jean-Louis. Marie est la digne fille de sa mère, féministe, engagée. Dès 88, elle tourne avec Corneau, à la frontière pakistanaise, un film sur la situation catastrophique de l'Afghanistan, en plein conflit avec l'URSS. Elle incarne aussi la révolutionnaire Charlotte Corday, qui fait basculer l'histoire dans la terreur. Nombre de ses choix sont politiques, porteurs de messages. Jusqu'à ce dernier tournage, inachevé, ce téléfilm écrit à 4 mains avec Nadine, pour rendre hommage à la grande Colette, elle aussi grande amoureuse et femme libre. Sur ce tournage rôde l'ombre inquiétante de Kanta, qui ne lâche pas d'une semelle sa proie. On est à l'été 2003, en Lituanie, elle a 41 ans. C'est là qu'elle perd sa liberté et sa vie. Nathalie Wood, née Natasha Zacharenko, elle aussi tourne dès le plus jeune âge. Elle naît en 1938 à San Francisco. Ses parents sont tous les deux des exilés russes qui se sont rencontrés sur le sol américain. Sa mère, Maria, est traumatisée par la violence de la révolution bolchevique. Fille d'un industriel, elle a fui la guerre civile à 7 ans avec sa famille pour se réfugier en Mandchourie, la province frontalière de la Chine. C'est là, à seulement 17 ans, qu'elle épouse un mécanicien arménien dont elle a sa première fille. Quand elle le rejoint 2 ans plus tard aux États-Unis, elle le trouve dans les bras d'une autre. Sans ressources ni refuge, elle cohabite avec son mari et sa maîtresse, reprend la danse, décroche des petits rôles dans les ballets, tente de se faire une place dans la communauté russe, s'inventant même une parenté avec les Romanov, la famille du tsar Nicolas II massacré par les bolcheviks en 1918. Elle rencontre Nikolai, un docker, lui aussi exilé et dont la famille a été décimée par la guerre. Tout de suite, Maria projette sur la petite Natacha ses rêves de grandeur. Il faut dire qu'une cartomancienne de Mandchourie lui a prédit un avenir grandiose à son second enfant. Natacha, c'est son enfant prodige, et elle la met au boulot fissa. Solfège, danse, elle l'emmène au cinéma, convaincue que c'est dans le 7e art que sa fille excellera. Quand la guerre frappe à nouveau à la fin de l'année 41, avec l'attaque de Pearl Harbor, pas si loin dans le Pacifique, la famille déménage à Santa Rosa, au nord de San Francisco, refuge idéal qui abrite une importante communauté russe. Si Maria n'est pas ravie de s'éloigner un peu plus d'Hollywood, coup de bol ou du destin, c'est à Santa Rosa qu'Alfred Hitchcock choisit de tourner L'ombre d'un doute, peu de temps après leur installation. Maria apprend même dans le journal qu'une fillette du coin a été choisie pour tourner dans le film. Pas question alors de laisser passer la prochaine opportunité, aussi quand le réalisateur Irving Pitchell choisit à son tour la bourgade pour son prochain film, Maria rôde autour du plateau. Sa fille aînée décroche une figuration pour une scène de défilé qui réunit toute la ville. C'est à ce moment que Maria plante d'autorité sa petite Natacha de 5 ans sur les genoux du réalisateur. La petite a été bien briefée pour charmer le monsieur, et décroche aussitôt un petit rôle dans la première scène du film. Ça y est, Maria pense tenir avec Pitchell celui qui fera de sa fille une star. Touché par cette petite sous l'emprise d'une mère arriviste, le réalisateur a bien pris des nouvelles de sa petite actrice d'un jour, mais sans jamais rien promettre. Maria y lit quand même une invitation et convainc Nikolai de plier bagages direction Hollywood, en ayant pris soin de dicter un petit article à un journaliste de la presse locale de Santa Rosa,
annonçant en fanfare la participation de Natasha au prochain film de Pitchell. Si cette tentative de forcer le destin échoue, la famille s'installe bien dans un minuscule bouge proche d'Hollywood Boulevard. Maria épluche les petites annonces de la presse spécialisée, force les portes des directeurs de casting, traîne sa petite fille qui s'en veut terriblement à chaque fois qu'elle ne décroche pas de rôle. Il n'est évidemment pas question d'école et de vie sociale normale pour cette pauvre gamine. Le père devient charpentier sur les décors de cinéma, dans l'espoir d'ouvrir d'autres portes à leur fille. Pitchell, lassé par le harcèlement de Maria, finit par accepter d'auditionner Natasha pour un rôle d'orpheline de guerre. Ça y est, elle est embauchée par le studio, qui lui offre 100 $ par semaine et lui fait abandonner son patronyme russe, pas très vendeur en ces temps de début de guerre froide. Natasha devient Natalie Wood, en hommage au réalisateur Sam Wood, tête de pont de l'anticommunisme hollywoodien. Nous sommes en 1946. Le film de Pitchell associe la jeune Nathalie de 8 ans à un colosse déchu, Orson Welles. Celui-ci ne s'est jamais remis d'échec commercial de son chef-d'œuvre Citizen Kane et se résout à faire l'acteur pour éponger ses dettes. Nathalie crève l'écran. Sa complicité avec le géant ravit le tout Hollywood et Maria jubile d'en être enfin par procuration. S'ensuit une succession de tournages sous l'emprise de plus en plus frappadingue de sa mère qui ne recule devant aucune torture psychologique pour faire pleurer sur commande sa poule aux œufs d'or. Sur un tournage particulièrement éprouvant d'une scène de tempête diluvienne, la petite Nathalie de 9 ans fait une chute et manque de se noyer. Elle se fracture le poignet, mais sa mère, craignant de faire prendre du retard à la prod, dissimule la blessure de sa fille qu'elle ne fait pas soigner. Nathalie Wood en ressort traumatisée, marquée à vie. Elle en garde une terrible terreur de l'eau, une déformation osseuse qu'elle camoufle toute sa vie sous des manches longues et de gros bracelets. Et, au passage, la preuve que sa mère serait prête à la tuer pour un soupçon de gloire. À la presse qui s'intéresse aux jeunes prodiges, la famille joue une comédie du bonheur, de la vie normale et glamour d'une enfant star. Nathalie finit par ne plus distinguer la vraie vie de la comédie et accepte docilement son sort. Il faut dire que son talent est naturel, inné, et qu'elle y prend goût. Elle enchaîne les petits rôles de petite fille, puis d'adolescente modèle dans un cinéma de studio, à l'ancienne, qui véhicule la propagande patriotique, les valeurs traditionnelles de l'Amérique puritaine alors qu'un nouveau cinéma émerge. Quand elle n'a que 14 ans, Nathalie commence à s'émanciper, à sortir, à traîner avec Frank Sinatra et sa bande. On est au milieu des années 50, la jeunesse se rebelle, le rock'n'roll émerge, Marlon Brando et sa bande de motards en blouson noir de l'équipée sauvage fait frissonner l'Amérique. On commence à parler de délinquance juvénile. Un réalisateur tombe sur l'essai d'un psychanalyste qui prétend faire rentrer dans le rang cette jeunesse perdue grâce à l'hypnose. Il s'en inspire pour écrire son scénar La fureur de vivre, trouve son héros en la personne de James Dean, et c'est Dennis Hopper qui lui présente Nathalie, qui n'a alors que 14 ans. Le réalisateur de 41 ans entame une liaison avec la jeune actrice, qui se sent obligée de s'encanailler avec drogue et alcool pour le convaincre de lui confier le rôle. On voit bien là les dégâts de sa mère Macrel. C'est son premier rôle d'envergure dans un film rendu culte par la mort tragique de James Dean seulement 4 jours avant la première. En 1954, Nathalie est hospitalisée suite à un viol d'un acteur et producteur célèbre. Elle n'a que 16 ans. Il sera révélé bien des années plus tard qu'il s'agissait de Kirk Douglas. Elle enchaîne sur le tournage de La prisonnière du désert, le film le plus respecté de John Ford. À partir de là, Nathalie collectionne les amants et boyfriends sous l'œil complice de la presse. Avec Elvis Presley qui est en train de conquérir le cœur des midinettes, elle s'ennuie bien vite. Un acteur de théâtre de la côte Est la convainc d'entamer une psychanalyse et d'arrêter les films de studio pour s'intéresser au cinéma d'auteur. En 1957, elle épouse en grande pompe l'acteur Robert Wagner, un jeune premier prometteur, mais leur passion ne résiste pas à la pression des paparazzis qui les traquent partout où ils mettent les pieds et à leurs carrières respectives qui les mettent en concurrence. Et à la tromperie de trop, elle le quitte. Nathalie se cherche quelques années. On commence à dire d'elle qu'elle ne sait pas si bien jouer, que son talent brut d'enfant n'est plus. Elle tourne pourtant régulièrement et poursuit assidûment sa psychanalyse. Commence à prendre ses distances avec sa mère. En 61, elle n'a que 23 ans, mais est déjà bien abîmée par la vie. C'est ce qui séduit Elia Kazan, qui l'a choisie pour La fièvre dans le sang, lui confiant l'un des rôles dramatiques les plus marquants de sa carrière. Elle y joue un rôle sur mesure. Celui d'une ado obéissante sous l'emprise d'une mère sadique. La scène où, prise de folie, elle doit manquer de se noyer dans sa baignoire est cathartique et l'actrice magistrale. Nathalie est libérée. La même année, elle tourne son deuxième film culte, la comédie musicale West Side Story. Le tournage est harassant, mais c'est un triomphe aux Oscars, sauf pour l'actrice qui, encore une fois, repart les mains vides.
Hélas, les quelques années qui suivent ressemblent à une descente aux enfers. Elle enchaîne les navets, vit seule, tombe accro aux somnifères. Elle joue les divas, mais sa cote chute dangereusement. Sur le tournage d'une comédie de Blake Edwards, elle est humiliée, doit refaire et refaire encore une scène de tarte à la crème. Pendant un break du tournage, elle manque d'y passer dans ce qui ressemble fort à une tentative de suicide, mélange d'alcool et de somnifères. Mais revient sur le tournage la tête haute. Aussi, quand les étudiants d'Harvard la sacrent pire actrice de l'année 66, elle n'hésite pas à s'inviter sur le campus pour réclamer son prix, telle une reine. C'est à ce moment qu'elle reprend en main sa carrière, en rompant son contrat avec la Warner. Une photo la montre, seule femme, tenant tête à un aéropage d'hommes en costume. Elle se marie en 70 avec un scénariste producteur anglais, a une fille, mais, coup de théâtre, Robert Wagner revient dans sa vie. Il se remarie en 72 et forme une belle famille recomposée avec sa fille Natacha, celle de Robert et la petite dernière du couple. Nathalie devient maman à temps plein, se consacre pleinement à sa famille tout en faisant des apparitions çà et là pour vanter les bienfaits de la psychanalyse et autres thérapies mystiques New Age. Ils mènent une vie de luxe, font partie de l'aristocratie d'Hollywood. Robert cartonne dans la série télé à succès L'amour du risque. À l'aube de ses 40 ans, Nathalie fait son comeback, multiplie les séances photos hyper sexy pour alimenter le mythe de l'icône glamour. Et ça marche. Les rôles intéressants affluent de nouveau. Elle est d'ailleurs en train de tourner Brainstorm avec Christopher Walken quand, pour fêter Thanksgiving, le couple Wagner décide de faire une petite croisière sur leur yacht au large de l'île de Santa Catalina. On est en novembre 81, Nathalie a 43 ans, elle n'en reviendra pas vivante. Des crimes impunis. Le 27 juillet 2003, la France apprend avec stupeur que Marie Trintignant a sombré dans le coma suite à une dispute survenue dans la nuit avec son compagnon, Bertrand Cantat, dans leur chambre d'hôtel de Vilnius en Lituanie, où Marie tourne le téléfilm Colette, une femme libre, sous la direction de sa mère, Nadine Trintignant. Tout de suite, la presse évoque la thèse d'un accident, d'une banale scène de ménage qui aurait mal tourné. On parle d'une relation tumultueuse, passionnelle, de consommation de drogue, d'alcool. On rappelle avec beaucoup de sous-entendus que Marie a 4 enfants de 4 pères différents. Bertrand Cantat est placé en garde à vue par la police lituanienne, évoque un texto affectueux de Samuel Benchetrit reçu par Marie qui l'a fait vriller, parle de coups portés par l'actrice auxquels il aurait répondu par une paire de gifles qui aurait provoqué une mauvaise chute. Toujours dans un coma profond, Marie est rapatriée en France le 31 juillet, où le neurochirurgien star Stéphane Delajoux tente une opération de la dernière chance pour réduire l'œdème cérébral. En vain, l'actrice, déjà en état de mort cérébrale, est déclarée morte le 1er août. Flashback. Fin 2002, Marie tourne le film Janice et John, écrit et réalisé par son mari Samuel Benchetrit. Pour incarner ce rôle d'escroqueuse se faisant passer pour la vraie Janis Joplin, elle demande à rencontrer une rockstar aussi intense sur scène que l'était la chanteuse. À l'époque, Noir Désir, dont Bertrand Cantat est le chanteur et leader, est le plus gros groupe français. Cantat, c'est un colosse ténébreux et charismatique. Ses textes sont enragés et engagés, son énergie sur scène, électrique. Marie est fascinée. Leur rencontre en backstage est un véritable coup de foudre. Elle quitte sur le champ Benchetrit, dont elle a un fils de 4 ans. Ils terminent le film ensemble, restent bons amis et coparents. Cantat, lui, quitte sa femme Christina, dont il a un fils de 5 ans alors qu'elle vient juste d'accoucher de leur petite fille. Leur passion est intense, l'emprise de Cantat évidente. Il ne veut pas lâcher Marie d'une semelle, la harcèle de SMS, la suit jusqu'en Lituanie sur son nouveau tournage. La chanteuse Lio, proche de l'actrice et l'une des seules à défendre la thèse du féminicide à l'époque, témoigne dans le documentaire de Netflix L'affaire Cantat de rockstar à tueur, sorti en 2025. Lio a un petit rôle dans le film sur Colette. Elle est là sur le tournage, elle voit ce qui se passe, ne reconnaît pas son amie, qui est là sans être là, collée à son téléphone, perpétuellement inquiète. Retour en 2003. L'autopsie réalisée sur le corps de Marie révèle à la mi-août de multiples lésions traumatiques de la face avec fractures par éclatement des os du nez. Cantat lui a asséné 19 coups d'une très grande violence, principalement au visage. Les lésions et hémorragies cérébrales ressemblent à celles constatées chez les bébés secoués.
Pour rappel, Marie, c'est une crevette d'1,66 m pour 60 kg. Quanta, un mastodonte d'1,89 m pour près de 100 kg de muscles. La thèse d'une dispute amoureuse ne tient pas une seconde. On sait désormais qu'après avoir roué de coups Marie, il la transporte sur le lit, lui nettoie le visage ensanglanté. Il n'appelle pas les secours. Attend de longues heures, pour finir par appeler Vincent à 5 heures du matin, le petit frère de Marie, assistant réel sur le tournage. Celui-ci accourt, croit Quanta quand il lui dit qu'ils se sont un peu disputés, que des coups ont été échangés, que Marie dort dans la chambre d'à côté et qu'il ne faut pas la déranger. Vincent le croit et cède à sa supplication de ne pas appeler de médecin. Ce n'est qu'à 7 heures du matin que Vincent finit par comprendre que Marie ne dort pas, qu'elle est inconsciente, et qu'il finit par appeler les secours. Imaginez un peu la terrible culpabilité que porte ce frère. Hélas, la Lituanie refuse l'extradition de Quanta, et il est jugé pour meurtre commis en cas d'intention indirecte indéterminée, et ce sont bien les 4 gifles avouées par Quanta qui sont invoquées dans l'accusation. Pire, le parquet retient le mobile de la jalousie. Nulle mention de non-assistance à personne en danger, au vu des longues heures pendant lesquelles Quanta a empêché Vincent d'appeler les secours. Quand son procès s'ouvre en 2004, Quanta risque 15 ans de prison. Une peine maximale qui peut être ramenée à 6 ans si la Cour retient le crime passionnel. Oui, vous avez bien entendu. Le droit lituanien considère encore le crime passionnel comme une circonstance atténuante. Et c'est ce qui se passe. Quanta ne prend que 8 ans de prison. La défense évoque l'absence d'antécédents, plaide la non-violence de Quanta. Christina, son ex, qui s'est précipitée à son chevet, le défend, ment ouvertement, sauve son bourreau. Quanta est transféré à la prison de Muret en France près de Toulouse en septembre 2004. Il obtient la libération conditionnelle en octobre 2007. 4 ans. Il n'a fait que 4 ans de prison. Il renoue avec son ex-compagne, Christina, s'installe dans leur maison de Bordeaux avec leurs 2 enfants. Le 10 janvier 2010, leur fils de 12 ans trouve Christina pendue chez eux alors que Quanta dort à l'étage. Elle-même sous emprise, victime de violences physiques et psychologiques avérées, Christina n'a trouvé aucune autre issue que le suicide. Quanta, lui, est libre, refait de la musique, remonte sur scène avec Noir Désir, avec son nouveau groupe Détroit. Depuis, MeToo est passé par là. La France a fait entrer le suicide forcé dans son code pénal en 2020. Il y a eu le doc Netflix, les langues se sont déliées, et le parquet de Bordeaux a annoncé en juillet 2025 rouvrir une enquête pour violence volontaire par conjoint ou concubin dans l'affaire Christina Radi. Novembre 81, Los Angeles. Week-end prolongé de Thanksgiving. Le temps ne s'annonce pas idéal en mer, aussi les invités que le couple Wagner a conviés à se joindre à leur petite croisière se désistent les uns après les autres. Les enfants sont restés à terre, et seul Christopher Walken, le partenaire de jeu de Nathalie dans Brainstorm, originaire de New York et sans famille sur la côte ouest, est de la partie. Il y a aussi le capitaine du Splendor, le yacht des Wagner. La traversée du Nord vers Santa Catalina est pénible à cause de la tempête, ce qui n'empêche pas les 4 protagonistes du drame de picoler plus que de raison, comme à l'habitude des Wagner. L'ambiance au sein du couple est sombre. Robert a eu vent de rumeurs de liaison entre Nathalie et Walken, et une première dispute éclate dans la nuit du 27 au 28. Nathalie exige de rentrer à LA, Wagner refuse. Le capitaine emmène donc l'actrice sur l'île pour qu'elle y passe la nuit dans une auberge, mais elle change finalement d'avis et regagne le bateau. La tempête passe, et la journée du lendemain est radieuse, malgré une solide gueule de bois généralisée. L'équipage est de nouveau opérationnel pour reprendre la beuverie au milieu de l'après-midi. Nathalie et Walken reprennent le petit bateau à moteur annexe du yacht pour rejoindre un bar de pêcheurs. Wagner et le capitaine les rejoignent 2 heures plus tard, les retrouvant déjà bien bourrés. Leur complicité nouée sur le tournage enrage Wagner, jaloux comme un pou face au jeune acteur au regard ensorcelant si talentueux. La troupe dîne, vide la cave du bouge du peu de bouteilles potables disponibles. Aussi, les Wagner envoient le capitaine chercher des munitions à bord du Splendor. Walken l'accompagne, ils en profitent pour fumer un pétard ensemble, laissant le couple à leur perpétuelle scène de ménage, avant de les retrouver pour poursuivre la beuverie. L'équipage finit par rejoindre le yacht en piteux état,
ce qui ne les empêche pas de déboucher encore des bouteilles. Quand Walken et Nathalie commencent à discuter du prochain projet de l'actrice, celui d'incarner la grande duchesse Anastasia de Russie sur scène à New York, Wagner vrille. Lui est coincé à LA pour sa série, et évidemment il ne supporte pas de voir la carrière de sa femme redécoller. Il la traite de mère indigne, Walken s'interpose. Une bouteille est fracassée sur un coin de table, Nathalie se réfugie dans sa cabine. Les deux acteurs se rabibochent dans les vapeurs de l'alcool, et quand Wagner regagne la cabine conjugale vers minuit, plus de Nathalie, plus d'annexe. Il attend 1h30 du matin pour appeler le bar de Lille, puis les secours. Elle est retrouvée en chemise de nuit, noyée au petit matin, le petit bateau annexe échoué non loin de là. Selon Wagner, pas de dispute ce soir-là. L'actrice aurait simplement glissé en tentant de refixer le petit bateau annexe qui tanguait contre la coque et dont le bruit la gênait régulièrement. Le capitaine confirme, Walken, lui, cuvait dans sa cabine. L'enquête confirme la thèse de la noyade accidentelle, affaire classée. Ça, c'est la version officielle. Novembre 2011, 30 ans après les faits, le capitaine revient sur son témoignage. Il avoue avoir menti, sous la pression de Wagner et de son avocat, dans la panique d'être lui aussi mis en cause. Pour lui, il ne fait aucun doute que Wagner a poussé l'actrice par-dessus bord et empêché le capitaine de venir à son secours, d'allumer la lumière de recherche et d'appeler à l'aide. Il raconte que l'acteur est resté là, à picoler, en attendant que les bruits de noyade de son épouse cessent. D'autres témoignages, des bateaux amarrés à proximité, rapportent des bruits caractéristiques d'une violente altercation, des appels à l'aide répétés. L'interne du médecin légiste révèle quant à lui avoir constaté des contusions aux bras, aux genoux, au visage et au cou de l'actrice, caractéristiques de violence préalables à la noyade, que son chef a refusé de mentionner dans le rapport de 81. L'affaire est rouverte en 2012. Le dossier évoque désormais un décès par noyade et autres circonstances indéterminées. En février 2018, la police nomme Robert Wagner personne d'intérêt, l'équivalent du statut de témoin assisté dans le droit français, ayant acquis la certitude qu'il est bien la dernière personne à l'avoir vue vivante. La possibilité d'une agression ayant conduit à la noyade de l'actrice n'est officiellement plus écartée. Mais, faute de preuves irréfutables, Wagner n'est pas poursuivi. Depuis, l'affaire de la disparition de Nathalie Wood reste ouverte et non résolue, et Wagner, âgé de 96 ans, est toujours libre. Lutter contre les féminicides. « 2016, Seine-Saint-Denis. Rada Hatem-Ganzer, médecin gynécologue obstétricienne et chef de la maternité de l'hôpital de La Fontaine, sait que les violences subies par ses patientes impactent négativement leur santé. Elle sait aussi que ce sujet est un angle mort de la médecine, un tabou. On n'en parle pas pendant les études, on ne forme pas les médecins à accueillir la parole des victimes, on ne sait pas comment les aider, notamment dans ce moment de grande vulnérabilité qu'est la périnatalité. La médecin a alors l'idée de créer un lieu qui répondrait à ce manque. Un guichet unique, où les femmes pourraient trouver toute l'aide dont elles auraient besoin. Des soins médicaux, une écoute, une guidance judiciaire et sociale, pour se défendre, se reconstruire, en autonomie. C'est ainsi qu'est née la toute première maison des femmes. Rattachée au centre hospitalier de Saint-Denis, elle offre un accompagnement médico-social unique pour les femmes victimes de violences. C'est une maison très colorée, aux abords de l'hôpital, avec une entrée particulière, sécurisée. Ici, les femmes ayant subi des agressions sexuelles, des violences conjugales, des mutilations sexuelles sont prises en charge par une équipe pluridisciplinaire. Des soignants, des acteurs du monde de la police, de la justice et du droit, mais aussi des thérapeutes qui coopèrent pour accompagner les patientes vers la guérison et l'autonomie. En 2017, explose l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo, et la volonté de libérer la parole des victimes, l'urgence que la peur change de camp. La Maison des femmes est reconnue d'utilité publique, ce qui débloque un peu de budget, mais surtout la reconnaissance que l'action de l'association sert l'intérêt général. Des maisons des femmes ouvrent les unes après les autres, l'association intervient en entreprise, en milieu scolaire, fait de la sensibilisation, rappelle à tous que la violence sexiste n'est pas une question culturelle ou réservée aux milieux populaires, aux cas sociaux, mais qu'elle touche bien tous les milieux, toutes les communautés. Le collectif Restart, c'est maintenant plus de 30 maisons des femmes en France métropolitaine, en Outre-mer et en Belgique. Mais surtout, un acteur de poids infatigable face aux gouvernements successifs, au ministère de la Santé, de l'Éducation, à l'administration, aux ARS surpuissants.
Les maisons des femmes accueillent 17 000 femmes par an et en hébergent une cinquantaine dans leur foyer. Mais leur action, bien qu'indispensable, bien qu'elle sauve des vies, apparaît comme une goutte d'eau dans l'océan, comme la punition de Sisyphe, qui doit pour l'éternité faire rouler une pierre au sommet d'une montagne jusqu'à ce qu'elle retombe, pour tout recommencer. C'est ce que montre le film La Maison des femmes en ce moment au cinéma. La série géniale L'affaire Laura Stern montre aussi bien la frustration de celui ou celle qui veut aider face au piège de l'emprise, à l'inertie des pouvoirs publics, et la tentation de se faire justice soi-même. Je terminerai par ce message. Si vous êtes victime ou témoin d'une situation de violence, agissez. Composez le 3919 ou le 119 s'il s'agit d'enfants. En cas de danger immédiat, appelez la police, les pompiers, envoyez un SMS au 114. Consultez le site lamaisondesfemmes.fr pour trouver de l'aide près de chez vous. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Ça y est, on referme le ring, on raccroche les gants, le duel est fini. Si t'as appris, t'as ri, mets des étoiles, un commentaire, ça n'a pas de prix. Parle du podcast, fais-le tourner. Si t'as pas vu le temps passer, le Book Fight Club dans tes oreilles reviendra, tu verras.